Bonjour à toutes et à tous. Il est 10 heures, l'heure de commencer ce webinaire sur le rôle des collectivités, le rôle et posture des collectivités sur la phase de concertation qui sera animée aujourd'hui par Arnaud Foulon d'Énergie Partagée et avec un témoin assez exceptionnel, Jean Vogel, maire paysan d'une commune qui s'appelle Salès et qui est auteur d'un livre sur la France rurale, comment revitaliser la France rurale. Arnaud nous le présentera plus en détail. Avant, nous allons commencer cette session avec Emmanuel Poncet pour nous rappeler, mettre en perspective ce webinaire dans le cadre des formations et des stages proposés par le CNFPT. Oui, bonjour à tous. Merci Julien pour ce travail de préparation et puis cette animation à venir de ce webinaire donc important sur les compétences nécessaires au processus de concertation autour du développement des énergies renouvelables dans un contexte actuel où le principe d'accélération devrait être adopté, entre guillemets. Oui, quelques stages qui sont focalisés essentiellement sur le développement de ces énergies renouvelables et qui vont être mises en œuvre donc dans les locaux du CNFPT et aussi à distance, puisque ce sont des stages mixtes bien souvent, dans différents sites de France, focalisés bien sûr sur le développement des ENR, mais aussi sur l'élaboration des plans climat notamment. Voilà, donc cette liste, vous l'aurez dans le compte-rendu du webinaire. Je remercie bien sûr encore une fois Énergie Partagée à travers Arnaud Foulon et puis Monsieur Vogel pour son témoignage, donc semble-t-il exceptionnel d'après Julien. Écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et une belle animation, et puis je vous dis à très bientôt dans nos structures pour suivre ces formations. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter ou sur le forum à nous poser toutes questions nécessaires à votre participation à différentes sessions. Voilà, à bientôt, au revoir. Merci Emmanuel. À propos de poser des questions, j'invite tous les participants et participantes à poser leurs questions dans l'onglet Conversation en bas à droite. N'hésitez pas à le faire. Toutes vos questions seront relayées durant cette présentation. Et je laisse tout de suite donc la parole à Arnaud et Jean pour ce webinaire. Merci Emmanuel, merci Julien. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Ça marche, ok. Alors, donc sur cette session, un format court d'1 heure, on va essayer de poser quelques fondamentaux autour du concept et de la pratique de la concertation publique, avec un angle particulier, à savoir la place et le rôle des collectivités dans les processus de concertation autour du développement d'infrastructures énergétiques, production d'énergie renouvelable notamment. Et on écoutera donc Jean Vogel témoigner de son expérience, notamment sur un projet d'éolien. Et on prendra le temps de répondre à vos questions en dernière partie. Donc, je vais aller assez vite, même si clairement, c'est des notions qui ne sont pas simples à aborder. Voilà une tentative de cartographie des différents acteurs et de leur rôle dans la concertation d'un projet d'énergie renouvelable. Si je commence par la partie de gauche, évidemment, ceux qui vont instruire et autoriser le projet, aujourd'hui, c'est les autorités administratives, c'est la préfecture. Les propriétaires, les exploitants font en partie évidemment du jeu, car sans eux, rien n'est possible. C'est eux qui vont louer les terrains, propriétaires publics ou privés. Et puis, il va y avoir, si je regarde à droite, une partie, on va l'appeler comité de pilotage, mais il n'y a rien de formel ni d'institutionnel ou de systématique là-dedans. C'est pour dire que là, il va y avoir une galaxie d'acteurs qui va tourner autour du groupement.
le groupement, c'est ceux qui vont investir dans le développement du projet, puis dans la construction et l'exploitation. Ce groupement peut y avoir plusieurs acteurs, ils peuvent être publics, privés, un mélange des deux, ils peuvent être citoyens, enfin voilà. C'est eux qui vont être la maîtrise d'ouvrage du projet et qui vont très souvent revêtir aussi la maîtrise d'ouvrage de la concertation. Ils peuvent, et vous allez voir, on les y invite, s'adjoindre dans leur projet et le pilotage de la concertation, les communes d'implantation, communes interco, qui de toute façon seront consultées à minima avant autorisation par, par les services de l'État. Mais évidemment, il s'agit de les prévenir et de travailler avec eux bien en amont, et peuvent faire partie de manière permanente donc d'un comité de pilotage territorial avec les groupements. En tout cas, c'est une bonne pratique que nombreuses têtes de réseau de collectivités ou énergie partagée préconisent. Et puis, il peut y avoir dans ce comité de pilotage des membres invités, des autres communes, des communes voisines, le syndicat d'énergie, les services de l'État qui parfois peuvent être associés quand ils en ont la disponibilité, et puis même des habitants volontaires impliqués qui souhaitent et qui se sentent concernés par le projet. Bref, c'est à géométrie variable, ce comité n'existe pas formellement, en tout cas ça ne tient qu'au groupement de le constituer ou aux communes d'implantation de l'exiger. Et là, du coup, je m'attarde un petit peu sur la répartition des rôles, c'est-à-dire que dans la maîtrise d'ouvrage de la concertation, soit vous allez voir, c'est peut être le groupement et les communes qui adoptent une posture, on va dire, de facilitation, d'accompagnement, et malheureusement parfois c'est le cas de spectatrices, soit elles peuvent avoir un rôle actif et tout à fait endosser le rôle d'être la maîtrise d'ouvrage de la concertation, surtout si le projet impacte fortement leur territoire. Et puis, même des fois, les communes peuvent être dans le groupement quand elles vont investir elles-mêmes et participer au développement elles-mêmes, en co-développement avec des partenaires pour réaliser le projet. Donc rien n'est figé, mais voilà une première cartographie. Puis bon, le dernier bloc en bas, donc à droite, c'est ceux qui vont apporter du service au projet, donc c'est les bureaux d'études. Et donc souvent, il va y avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage de la concertation. On va dire que c'est l'opérateur de la concertation. C'est souvent un bureau d'études extérieur, parfois c'est internalisé par les opérateurs privés. Et puis la collectivité, ses services peuvent aussi endosser des tâches et des responsabilités dans la concertation et donc avoir un rôle actif d'opérateur de la concertation également. Et puis, bon, bah, tous ceux qui sont associés, consultés dans le processus de concertation, c'est bien les habitants, les associations et puis les différentes commissions plus institutionnelles. Voilà. Donc c'est tout ce petit monde qui a un rôle à jouer dans la concertation. Et deuxième notion qui va être importante à avoir en tête, c'est la concertation d'un projet, finalement, elle ne commence pas que au début du développement du projet. Souvent, il y a eu une concertation avant sur la politique publique. En tout cas, on le souhaite. C'est le cas quand il y a eu un plan climat. C'est le cas quand, à l'époque, il y avait par exemple sur l'éolien, des ZDE. C'est le cas maintenant quand on fait une charte de développement des énergies renouvelables. Bref, quand la collectivité prend le rôle de planifier son aménagement en lien avec la transition énergétique, il y a là déjà des décisions et des concertations qui se jouent et pilotées, portées par la collectivité. Bon, donc ça c'est clairement quand la collectivité prend le taureau par les cornes, j'ai envie de dire. Sinon ensuite, la collectivité, on va dire, va elle comme les autres parties prenantes,
vont avoir des marges de manœuvre qui vont se réduire au fur et à mesure du développement. Donc au début du développement, j'ai envie de dire, beaucoup de choses sont ouvertes, le développement d'un projet, et puis au fur et à mesure que le développement avance, bah, les marges de manœuvre pour peser sur les orientations du projet vont se réduire jusqu'au permis de construire, purgé de tout recours à la construction. Là, il n'y a plus grand-chose à faire bouger. Et après, la concertation continue et la collectivité peut avoir un rôle en phase d'exploitation pour notamment faire remonter du terrain les effets, les impacts réels du projet, s'assurer que on est conforme à ce qui avait été prévu et que sur l'exploitation, les bonnes décisions soient prises par les exploitants. Donc ça, c'est pour vous dire que voilà, les marges de manœuvre de la collectivité et puis du reste du territoire pour peser sur le projet dans les concertations, elles sont pas éternelles et elles varient dans le temps. Et évidemment, c'est dans la phase de planification et d'émergence qu'il y a beaucoup de place pour cadrer, orienter l'émergence de projets. La concertation, c'est très difficile à définir et en même temps c'est assez simple. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs scènes de la concertation. Une scène publique qui est très importante, mais il y a aussi une scène institutionnelle où la collectivité a son rôle à jouer, notamment vis-à-vis des services de l'État. Et puis il y a une scène plus discrète, privée, mais qui est importante sur l'écoute en bilatéral, on va dire, avec notamment les riverains, mais les assos environnementales également, où donc va se jouer une écoute attentive et puis des discussions, voire des négociations qui ne se font pas forcément en public. Voilà. Et la collectivité a son rôle à jouer sur les 3 scènes dans la concertation. Quelques principes importants à avoir en tête et qui nous sont donnés aujourd'hui par la Commission nationale du débat public, qui est cette agence de l'État public qui est maître d'ouvrage de concertation de grands projets d'infrastructures sur notre territoire. On entend par exemple beaucoup parler des débats publics sur l'éolien offshore, mais c'est le cas sur des infrastructures ferroviaires, routières, de déchets, d'enfouissement des déchets nucléaires. Voilà, c'est eux qui s'occupent du débat public. Et donc c'est intéressant de voir comment ils travaillent et ce qu'ils proposent comme règles, parce que on va dire, il n'y a aucune raison de ne pas se l'appliquer dans des concertations plus locales sur des projets où la collectivité, on va dire, serait vigilante à la qualité de la concertation qui est faite. Les principes édictés du débat public sont la neutralité pour celui qui va animer la concertation. Donc c'est pas tout le temps facile et surtout quand la collectivité va animer et aussi veut vouloir contribuer à la concertation. Mais c'est tout à fait possible. Il faut savoir bien ne pas mélanger les casquettes et quand on est en animation, le rester. La transparence, évidemment, pour le projet, on sait qu'elle peut pas être totale sur tout, à tout moment, mais il doit y avoir, toutes les informations essentielles doivent être disponibles, et toutes les questions doivent trouver une réponse. L'argumentation, qui est un sujet essentiel puisque, une concertation va recueillir de nombreuses, opinions, positions, qui sont construites. Il ne s'agit pas de les additionner, sans, les questionner. Il faut que ces positions soient argumentées. Parce que dans la concertation, on cherche à éclairer les décideurs et cet éclairage est, d'autant plus fort qu'on a réussi à voir la diversité des arguments et à les comprendre. Voilà, on cherche pas l'accumulation et la quantité. On cherche surtout cette diversité, cette qualité et cet effort d'argumentation. L'inclusion, j'y reviens pas, c'est un sujet à part entière dans le métier de la concertation, parce que c'est un vrai chantier et comme dans nombreux domaines, il y a de l'exclusion, il y a des fractures et on a besoin d'aller chercher les publics les plus éloignés, pour les faire participer. Et puis l'indépendance qui est
potentiellement toujours remise en question, même quand c'est la CNDP qui fait les débats, même quand c'est la collectivité qui assure la concertation, même quand c'est des bureaux d'études indépendants qui mènent les concertations. Voilà. Mais on peut se donner des règles et prouver son indépendance. En tout cas, la légitimité du processus de concertation va dépendre de la perception par tous les publics, de l'indépendance de ceux qui ont animé la concertation. Et si on dit tout ça, c'est pas que pour par déontologie et exemplarité, ça serait déjà suffisant, mais c'est aussi pour dire que construire la légitimité de la concertation, c'est construire la légitimité du projet et de la décision qui sera prise concernant le projet. Donc c'est d'autant plus important de veiller à sa qualité et c'est bien le rôle de la collectivité. Alors, je vous disais que il y a selon le moment et la vie du projet, il va y avoir différents moments où on peut poser sur ses orientations. Si on regarde d'un peu plus près, voilà les points qui peuvent être vraiment abordés en concertation, qui font partie des marges de manœuvre qu'il faut aller ouvrir et parfois au pied de biche avec le porteur de projet ou parfois en pleine harmonie avec lui. Tout va dépendre hein, de qui porte et de comment il porte. Voilà les 2 points essentiels. Le premier, c'est tout ce qui va permettre d'ajuster le projet et de créer les bonnes conditions de sa réception par le territoire. Donc déjà, c'est la manière de concerter. C'est tout ce que je viens d'évoquer. La manière de concerter peut faire l'objet d'ajustements, de discussions et de débats, et la collectivité peut en être le fer de lance vis-à-vis du porteur de projet. Et puis, plus en termes techniques, dans le développement du projet, eh bien, la fin des études préliminaires avec le choix des sites d'implantation jusqu'aux variantes d'implantation, de dimensionnement, de matériaux, de techniques utilisées et identifiées dans les études de faisabilité, jusqu'aux études d'impact et donc aux mesures pour réduire, éviter, réduire et compenser les impacts. Tout ça peut être mis en discussion avec les parties prenantes de la concertation. Et donc c'est là où il faut bien regarder et suivre le développement du projet et s'assurer qu'il n'y a pas une déconnexion entre ce qui va être discuté en concertation et puis les choix qui vont être faits dans le développement du projet. Encore une fois, la collectivité là a son rôle à jouer pour s'assurer qu'il n'y a pas cette déconnexion et que les deux s'articulent bien. Et puis la concertation, ça peut permettre aussi aux acteurs locaux de s'approprier le projet et en tout cas d'aller en chercher le partage. Alors quand l'initiative ne vient pas des acteurs locaux eux-mêmes, mais quand elle vient d'un acteur privé extérieur au territoire, eh bien ça peut être l'endroit de discuter du montage partenarial, du financement et de la gouvernance du projet, et puis de toute la pédagogie et l'effort qui sera fait pour permettre aux acteurs locaux de s'impliquer. Voilà, et ça peut faire partie aussi de sujets de discussion et de concertation, et la collectivité peut en être motrice. Alors, je vous parlais de légitimer le projet. Il ne s'agit pas que la collectivité s'en fasse aveuglément la caution, sous prétexte d'accélérer le développement des énergies renouvelables. Vous voyez bien qu'il s'agit de peser avec discernement sur le projet et sur ce qui est possible d'ajuster, d'optimiser pour en améliorer sa réception. Donc, si on regarde les tâches que ça peut vouloir dire pour la collectivité, c'est déjà de s'être posé la question à l'échelle du territoire élargi qui fait du sens, de l'intercommunalité généralement, des conditions qui sont acceptables pour le développement des ENR sur le territoire. C'est bien s'il y a déjà eu ce tour de chauffe, j'ai envie de dire, en interne. C'est bien, j'y reviens pas, de demander et de participer à un comité de pilotage territorial, de pouvoir travailler les modalités de concertation et de savoir les expliquer, pourquoi on a retenu telle et telle manière de concerter. C'est important de se former sur ces nouveaux sujets. C'est important
de prendre des délibérations en faveur du développement du projet. Ça ne veut pas dire que c'est pas un blanc-seing, mais le projet en a besoin aussi pour asseoir sa légitimité. C'est important d'assurer une présence sur le terrain. Et donc, quand c'est pas le groupement et le développeur, c'est important que la collectivité puisse être là et faire remonter des gens, du terrain, des habitants, ce qui va et ce qui va pas. C'est très important qu'elle puisse faire circuler l'information, parce que ça, on sait que des fois, il y a une information de qualité qui est faite, mais elle n'arrive pas dans les oreilles de tout le monde, dans les bonnes oreilles, y compris au sein même des conseils municipaux. Donc c'est important de faire circuler l'information, c'est important de mobiliser pour les moments de rencontre publique, de relayer la publicité qui est faite par les porteurs de projets. Il faut faire venir du monde à ces rencontres publiques. C'est par le nombre aussi qu'on va pouvoir avoir de la diversité dans les opinions et éviter des confrontations stériles entre des groupes d'opposants et le groupement. Et puis, plus difficile, mais essentiel, c'est la question de la stratégie énergétique du territoire et du récit que la collectivité fait. Le récit au sens pas du marketing, c'est le récit au sens de, voilà, dans quel sens va le territoire? Quel sens fait, heu, la réception de cette infrastructure énergétique? Donc ça veut dire qu'il faut, en gros, savoir dans quelle direction la collectivité emmène ses habitants et son territoire et faire le lien donc très concrètement avec soit les documents de planification qui existent déjà, soit les concertations qui sont en cours parfois, de révision du PLUI, de la conception d'un plan paysage. Voilà, et là, cette articulation entre les différents espaces de concertation, c'est un rôle essentiel, pivot, de la collectivité. Et puis ensuite, voilà, s'appuyer sur les dynamiques que peuvent susciter le développement d'un nouveau projet d'énergie sur un territoire, et voilà, c'est ça que peut faire une collectivité, c'est s'appuyer sur ces dynamiques pour continuer de développer ces politiques publiques et de nouveaux projets. Je m'arrête, bientôt, c'est ma dernière diapositive pour vous dire que toute cette action, en faveur de projets de qualité pour son territoire, heu, ces actions qui vont, en améliorant le projet, en faciliter sa réception, son acceptation, son autorisation aussi par les services de l'État, eh bien ça peut se valoriser. Et si la collectivité souhaite rentrer dans l'actionnariat du projet, elle peut valoriser cette action positive qu'elle a envers le projet, exigeante, une action exigeante mais positive, vue depuis les lunettes d'un investisseur, ça s'appelle, participer au dérisquage du projet. Si on regarde froidement, l'intérêt du développeur, il va se dire: «J'ai une collectivité sur qui je peux compter, qui va être exigeante, je vais pas pouvoir faire n'importe quoi, mais je vais pouvoir faire un projet avec elle, un projet de qualité». Et ça peut se valoriser en nature, dans et donc en action, se transformer en action pour que la collectivité devienne actionnaire de la société qui portera le projet. On rentre là dans le monde du co-développement, je détaille pas, mais c'est on va dire un continent que nous arpentons, tous les jours à énergie partagée. Je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble. Et globalement, le fait d'apporter de la maîtrise foncière, du soutien public au projet, de l'animation locale, de la remontée de terrain, toute action qui va être utile pour dérisquer le projet peut se valoriser et se négocier avec le groupement qui porte le projet. Voilà, je m'arrête là pour vous dire que vous avez des ressources en libre accès ou en accès réservé à nos adhérents sur notre site internet. On y reviendra après. Je passe, après ces quelques propos théoriques, la parole à Jean Vogel, à moins que vous, Julien, tu souhaites déjà faire une première session de questions. Ouais, alors, Euh, il y a juste une petite question préalable, mais je pense qui est important dans le cadrage. Est-ce que tu peux rappeler les projets, la typologie de projets pour lesquels la concertation est obligatoire? oui. Alors, là, je vous enverrai sur cette note cadre réglementaire
et réflexion sur la concertation publique, une note que nous avons écrite. En gros, il n'y a aucune obligation réglementaire pour faire des projets d'installation d'énergie renouvelable en dehors des seuils éoliens offshore, par exemple, où là, pouf, ça déclenche une procédure de débat public au sens de la CNDP. Pour faire des installations de 3, 5, 10 éoliennes, une méthanisation, une chaudière bois, réseau de chaleur, ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation de concertation en dehors de l'enquête publique qui va être menée par les services instructeurs, de la consultation des communes par les services de l'État et de la possibilité pour les habitants d'inscrire leurs avis sur le registre de l'enquête publique. Voilà, ça, c'est la seule obligation réglementaire. Le reste, c'est de la concertation volontaire qui est largement encouragée, préconisée, et on ne va pas se dire pourquoi. C'est clairement essentiel de faire plus que ce qu'impose la loi, mais la loi n'impose rien. Il y a une notion dans la loi qui s'appelle la concertation préalable, mais cette notion, elle concerne plutôt les politiques d'urbanisme, d'aménagement et politiques publiques, et elle n'est encore que facultative. Un porteur de projet pourrait s'en saisir et se dire, moi je fais une concertation préalable au sens de la loi. Alors d'une part, il y a un petit risque, parce que dès lors qu'on va l'invoquer, il y a un risque va falloir être dans les clous parfaits de la procédure et ne pas en sortir pour ne pas prêter flanc à des vices de procédure. Et puis, d'autre part, il n'est pas impossible que s'il n'y a pas de concertation volontaire qui est faite, il y ait, par référendum droit d'initiative populaire ou par demande de la commune ou de l'intercommunalité de collectivité, il est possible que la préfecture impose aux porteurs de projets, si elle considère qu'ils ont vraiment fait très peu de concertation, leur impose, donc là de manière réglementaire, de faire une concertation préalable au sens de la loi. Voilà. Et donc cette concertation préalable au sens de la loi, ça n'impose pas un nombre de réunions publiques ou je ne sais quoi, ça dit juste qu'il faut prévenir du démarrage de la concertation, prévenir de la fin, que la durée est limitée entre le début et la fin, et qu'il faut respecter des tailles d'affiches pour que tout le monde soit au courant. Voilà. Globalement, c'est ça. Merci Arnaud. Encore une petite question préalable sur laquelle je sais que tu ne vas pas t'étendre, mais juste pour évacuer ce point sur lequel je doute qu'on revienne à travers le témoignage de Jean Vogel sur le co-développement. Est-ce qu'on peut considérer qu'après le dépôt du permis de construire, c'est trop tard? Est-ce que tu peux juste fixer quelques balises de temps, de temporalité dans le co-développement, sachant qu'effectivement, plus c'est tôt, mieux c'est, mais plus c'est tôt, plus c'est risqué. Oui, voilà. Voilà, en fait, tu as répondu à la question. En fait, si vous voulez, tout est possible en matière de co-développement, mais évidemment, le plus intéressant est de venir tôt dans un projet, voire d'en être à l'initiative, hein, c'est idéalement le cas, et de travailler à dérisquer le projet et à faire le meilleur des projets pour le territoire, et partager le risque, le financement et le boulot entre plusieurs acteurs, avoir un peu l'équipe de rêve qui peut être une équipe purement publique, hein, ça peut être une SEM avec la collectivité, ça peut être public citoyen avec des acteurs du réseau énergie partagée, ou ça peut être avec des opérateurs privés. Voilà. Et en gros, c'est pas plus on est nombreux, mieux c'est, clairement, parce que plus c'est compliqué, plus on est nombreux, mais c'est bien d'avoir la bonne équipe, voilà. Et plus elle se constitue tôt, mieux c'est, parce que ça permet à chacun de dire aux autres: «Voilà moi ce que je vais faire dans le projet, voilà ma place, comment je me vois plus tard, voilà je prévois de sortir un jour, je prévois de monter au capital un jour», voilà. Et ça permet de fixer des règles, formaliser ça dans des pactes d'associés, ça voilà. Quand tout d'un coup, par surprise, une collectivité se réveillerait en phase de construction pour rentrer au capital du projet alors qu'elle n'a pas fait grand-chose pour le projet, bah, elle va avoir du mal
à convaincre ses partenaires de lui ouvrir et de faire une place. Voilà. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais je vous invite vraiment à regarder nos différents webinaires ou à suivre des formations proposées par le CNFPT sur le sujet, parce qu'on est convaincu que c'est une partie de la solution d'accélération du développement des énergies renouvelables. Au bénéfice du territoire, bien entendu. Merci Arnaud, il est pile 10h30, on est à mi-chemin de ce webinaire, sachant que en fonction des questions, on pourra s'accorder quelques minutes supplémentaires, donc je te laisse avec la suite et avec Jean Vogel. Eh bien, alors, Jean, je vous passe la parole. Nous n'avons pas de diaporama, pas besoin pour écouter le récit de Jean. Donc, je vais couper mon partage d'écran pour le moment et je vais laisser la parole à Jean. Voilà, merci Arnaud. Bon, très rapidement, le contexte dans lequel s'est inscrit notre projet de développement de l'éolien. Salles, c'est une commune de montagne, une commune forestière, une commune doublement pauvre parce qu'elle n'a très peu de rentrées en termes de dotation de l'État et d'autre part, la population est une population extrêmement délaissée, à un niveau de vie vraiment bas. Et si vous voulez, le déclencheur, mais enfin moi déjà j'avais initié une politique de développement durable dès que j'ai été élu en 1995, mais déclencheur c'est la tempête de 99. 99, notre seule entre guillemets petite richesse qui n'en était plus vraiment une parce que les prix du bois s'étaient effondrés, c'était la forêt. Et là, la tempête ravage une grande partie de notre forêt, c'est des milliers et des milliers de mètres cubes de bois qui sont impropres à la vente, des sapins centenaires qui s'écroulent un peu partout. Et là, c'est un électrochoc. On se dit, on va s'engager là véritablement pour une politique des énergies renouvelables. Alors quand on a du bois, on pense automatiquement chaufferie bois et on mène une concertation pour l'établissement d'un réseau urbain. Je pense qu'on a été la première commune de un peu moins de 1000 habitants à implanter un réseau de chauffage au bois urbain où tous les bâtiments communaux, les 9 ou 11 bâtiments communaux étaient raccordés, mais on vendait également plus de 60-70% de l'énergie à des privés. Et là, c'est important, je fais juste une petite discrétion là-dessus, parce que la chaufferie au bois, à l'époque, au début des années 2000, ça n'avait rien d'évident. Les détracteurs étaient à l'époque aussi nombreux que ceux de l'éolien aujourd'hui. La chaufferie au bois, c'était un incinérateur au milieu du village. C'était bien entendu une chute du prix de l'immobilier. C'était une installation qui, entre guillemets, faisait énormément de bruit et perturbait. Et on a quand même de 99 pendant 4 ans. On a mené une concertation, on est allé visiter des installations et elle a fini par se réaliser et, entre guillemets, à la satisfaction de tous. Et ça a été vraiment quelque chose d'important parce que quand on a eu ensuite le projet éolien, beaucoup de gens, le projet éolien a duré 14 ans, avec toutes les oppositions que vous pouvez imaginer, des anti-éoliens primaires, souvent manipulés par des partis extrémistes, les associations environnementalistes, et les seuls où on n'a eu aucune opposition locale, c'était nos citoyens, parce qu'ils avaient vu toute la difficulté à implanter la chaufferie et s'étaient dit finalement la chaufferie ne nous procure aucun gêne, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de baisse de prix de l'immobilier, il n'y a pas de bruit, pourquoi l'éolien serait différent? Donc, si vous voulez, l'éolien, c'est une initiative d'une commune, de 2 communes et en fait de 7 communes qui, en 2003, il y a eu la publication de certains atlas régionaux éoliens qui ont montré qu'il y avait sur notre territoire, entre l'Alsace et la Lorraine, puisque la commune de Salles est en Alsace et les 6 autres communes sont en Lorraine dans le département des Vosges, il y avait un potentiel éolien et nous avons
nous avons nous-mêmes pris l'initiative de ce projet en cherchant un partenaire. Alors à l'époque, c'était difficile d'y voir un peu clair, donc on s'est dit, mais on va faire confiance à EDF, c'est quand même, voilà, le gouvernement, enfin la France a, enfin le gouvernement français a pas mal d'actions enfin est majoritaire, et au moins s'il y a du bénéfice, il restera, disons, dans notre pays. Et donc on a choisi donc EDF pour partenaire, et dès le départ, on a dit la clé c'est la concertation. La concertation, l'information, les échanges. Dès le départ, lorsqu'on a fait une petite étude de faisabilité, on a vu à peu près où se situait le potentiel des éoliennes, et on a fait immédiatement un photomontage qui a été disponible, enfin qui a été visible sur le site internet de la commune, et on a associé dès le départ toutes les associations. Que ce soit le Club Vosgien pour la marche, les chasseurs, les associations environnementalistes, Alsace Nature, etc. Et on a progressé tous ensemble avec notre partenariat. Alors, la concertation, c'est indispensable. Associer le maximum de gens, c'est pas une solution miracle, puisque un jour, une fraction dirigeante de l'association Alsace Nature s'est retournée, bien que la concertation ait lieu dès le départ, s'est retournée un peu contre nous avant de, je vous expliquerai avant de retourner un peu à la table des négociations. Donc une concertation, des articles dès le début, la moindre réunion, compte rendu dans les bulletins municipaux, qu'on puisse vraiment rien nous dire qu'on ait pu cacher quoi que ce soit. Le projet était complexe et soulevait d'autant plus d'opposition que c'était le premier ou le deuxième projet en zone de forêt, en montagne. Et donc, c'était un projet vraiment emblématique pour nous, mais aussi pour nos opposants. Voilà. Donc, on a progressé avec, à l'époque, très peu d'aide de l'État, puisqu'on était, il y avait chaque fois de nouvelles réglementations qui voyaient le jour, et qu'il fallait supporter des nouvelles réglementations, des nouvelles études. C'était véritablement un parcours du combattant. Alors, on a eu deux types vraiment d'opposants. On a eu des associations de défense de la nature qui sont revenus à la table des négociations parce que, en fait, à un moment donné, le projet allait très très mal. On avait, vous savez, au gré de la politique, un jour on est pour l'éolien, alors en ce moment on est plutôt pour l'éolien. Si on développe des centrales nucléaires et le prix du pétrole s'effondre, on y sera beaucoup moins. Voilà, bon, nous malheureusement on a souvent eu des périodes difficiles où ceux qui nous dirigeaient étaient pas très favorables à l'éolien, et donc bien entendu les préfets n'y étaient pas non plus, suivaient la donne. Et on a eu des moments très difficiles où on avait les services de l'État contre, ou au moins indifférents, où on avait les associations de défense de la nature, et là il faut systématiquement entrer dans des rapports de force. On a fait sur le terrain, en fait tout le monde nous critiquait, mais très peu de gens étaient allés sur le terrain, donc on s'est dit on va faire une grande réunion sur le terrain. On a invité toutes les associations de défense de la nature, bien entendu toute la presse, la radio, la télé, la presse écrite, et on a invité des grands noms de l'environnement, des gens qui étaient des sages, qui avaient travaillé pendant de très longues années et qui étaient reconnus. Et finalement, les associations de défense de la nature ne se sont pas déplacées. Les sages étaient là, et donc on a retourné avec l'aide de la presse. Souvent, les autorités de l'État sont sensibles à ce qui est écrit dans les journaux. Et là, on a réussi véritablement à débloquer le projet, à avoir beaucoup de militants d'associations de la nature qui ont fait pression sur leur direction en disant écoutez, voilà, on peut pas à la fois
lutter contre le dérèglement climatique et combattre les éoliennes, où qu'elles soient. Et je voulais juste faire un aparté pour pas aller trop long et surtout aborder après les résultats, mais c'est dans la ligne. Vous voyez, aujourd'hui, notre projet éolien, on a remis les associations de protection de la nature autour de la table. On a trouvé un bel accord où une partie du produit des éoliennes servait notamment à améliorer la connaissance des chiroptères, puisque c'est le gros enjeu en général, les éoliennes situées en forêt. Et je vous assure qu'aujourd'hui, les services de l'État vous diront que le plus beau projet au niveau environnemental dans le Grand Est de la France, c'est celui-là. Parce qu'on a installé sur des mâts de mesure et sur les éoliennes tout un système de captage des vols et des bruits des chauves-souris. Donc les associations aujourd'hui ont multiplié peut-être par 10 leurs connaissances dans ce domaine-là. Ils savent quel type de chauve-souris à tel moment dans l'année, en fonction de telle amplitude de vent, de température, et en même temps, ça nous a permis de voir que le bridage, puisqu'on bridait, on perdait quand même 4% en productible à cause du bridage, on s'est rendu compte qu'il y avait du bridage inutile, et avec l'assentiment de tout le monde, on a réduit le bridage, et ça a été véritablement une opération gagnant-gagnant, où les associations ont eu des moyens pour aussi sauvegarder les chauves-souris, ont eu des moyens pour connaître véritablement la vie de ces petits mammifères comme jamais elles n'auraient pu l'avoir précédemment, et nous, on a diminué le bridage. Voilà, pour dire qu'avec les associations environnementales, on peut être gagnant-gagnant, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, parce que ça, vous l'aurez systématiquement, c'est des opposants, des anti-éoliens, ce que j'appelle primaires, que vous pouvez faire ce que vous voulez, un projet coopératif, vous pouvez faire un projet où il n'y a aucun problème environnemental, ils seront toujours contre. Et ça, le seul moyen, c'est vraiment la concertation, et qu'il y ait sur place des gens qui soient reconnus. On appelle, vous savez, dans une population, il y a toujours des personnes ressources, des personnes qui ont la confiance des gens parce que elles ont leur vie derrière, qui ont montré que c'était des gens qui étaient capables d'avoir une vision, d'être courageux, de porter des projets quels qu'ils soient. Et si on met en avant ces gens-là, ils seront toujours plus reconnus par la population qu'une association lambda qui est implantée à 800 km et qui envoie une pétition avec 1000 signatures totalement inconnues contre un projet que les gens ignorent. Et on a fait des réunions en invitant les éoliens primaires, et ils se sont complètement discrédités, c'est-à-dire vis-à-vis de ces personnes ressources et des populations. Donc c'est souvent des rapports de force qu'il faut mettre en place. Donc ce que je voulais maintenant, alors ce projet, comme je vous l'ai dit, il a duré 14 ans pour la plantation de 10 éoliennes. Il est important que, avant de conclure, comme le temps avance, il est important effectivement que vous puissiez compter sur un appui à maître d'œuvre ou un bureau d'études pour vous épauler, mais il faut absolument que vous ayez des gens qui ont une parfaite connaissance des projets éoliens et qui en ont déjà porté. Nous, on a fait appel à Pierre Jourdain, qui avait été à la base des éoliennes en Ille-et-Vilaine, des éoliennes coopératives, qui avait une grande expérience de la négociation avec les porteurs de projets, parce que même si c'est nous avons initié, quand vous choisissez EDF comme partenaire, vous êtes plus du tout dans la même classe, quoi, hein. Vous êtes quand même, c'est même pas David et Goliath, hein, vous avez en face de vous
des gens qui ont une puissance au niveau financier, au niveau technique, 1000 fois supérieure à la vôtre. Et Pierre Jourdain a été un élément absolument indispensable pour que nous puissions être considérés comme de vrais partenaires. Et nous avons créé une SEM, et ça a été, tenez-vous bien, la première SEM partenaire d'EDF sur un projet éolien. C'est quand même, on vient de très loin quand on parle de participation de collectivités, voilà, dans l'éolien. Donc, oui, il faut absolument vous faire épauler. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous êtes fonctionnaires territoriaux, vous avez un rôle fondamental à jouer. Aucun projet ne peut aboutir s'il n'y a pas une vraie vision et du courage, et le courage de ceux, et notamment des élus qui vont porter cette vision. Vous voyez, nous, on était une commune très, très pauvre. Ce qu'on a voulu dire aux gens, c'est qu'on a une vision et on va vous redonner de la fierté. Malheureusement, la vision et le courage, quand j'interviens au niveau des maires, d'associations de maires, je dis toujours, c'est malheureusement deux des qualités souvent les moins bien partagées. Avoir un maire ou un président de communauté de communes qui a une vraie vision sur le développement durable de son territoire et qui a le courage, c'est pas toujours évident, d'autant que l'éolien à court terme et souvent à moyen terme, on risque plus d'avoir des coûts que d'aboutir à quelque chose de positif pour la population. Donc, il faut absolument que vous aidiez ceux qui dirigent politiquement vos collectivités à avoir cette vision et que vous les aidiez à avoir le courage pour vraiment porter sur un certain nombre d'années ces projets-là. Ce que je voulais aussi dire avant de répondre à vos questions, il y a les détracteurs de l'éolien ont quand même raison sur un sujet qui a été insuffisamment abordé par les porteurs de projets, c'est l'intégration paysagère. Ça, c'est fondamental. Nous avions, avant la plantation des éoliennes, déjà un projet paysager sur l'ensemble de la commune et des communes limitrophes. Et aujourd'hui, quand vous faites un peu le tour en France des projets éoliens, vous vous rendez compte que ceux qui rencontrent le moins de difficultés, c'est les petits projets de 5 à 10 éoliennes où il y a quand même une intégration paysagère parce que c'est vallonné en montagne ou en Bretagne dans un espace bocagé. L'intégration paysagère est quand même importante à prendre en compte. La deuxième chose où je veux absolument vous rendre attentif, c'est le lieu d'implantation de ces éoliennes. Les locations sont quand même substantielles. Si vous avez 5 ou 10 éoliennes et qu'elles sont implantées sur des terrains privés qui appartiennent à des gens qui ont déjà beaucoup de moyens ou alors plein de petits propriétaires et puis ça tombe au mauvais endroit, enfin pour l'un et très bon pour l'autre, c'est un peu le loto, c'est des sources de zizanie et d'opposition au projet. Nous, on a réussi à implanter 7 éoliennes sur 10 sur des terrains communaux. Voilà, l'argent de la location revient aux communes et nous, cet argent de la location a permis de devenir le premier actionnaire de la SEM en utilisant l'argent de ces locations pour rembourser un emprunt de la Caisse des dépôts qui nous permet de devenir, que la commune de Salles devienne le premier actionnaire de la SEM. Et la troisième chose est extrêmement importante. Donc, on vient de parler des possibilités des collectivités locales d'être actionnaires d'un projet. Aujourd'hui, c'est fondamental. Vous pouvez avoir le plus beau projet éolien,
s'il appartient à une multinationale qui fait de l'optimisation fiscale, qui s'arrange pour ne payer aucune taxe en France, il y aura automatiquement, à un moment donné, un rejet du projet. Par contre, si la population voit les éoliennes tourner et que le maire ou le président de la collectivité peut dire, mais vous voyez, chaque fois que ça tourne, ben, c'est de l'argent qui tombe dans nos caisses, qui permettent de faire du périscolaire, qui permettent de faire des activités pour le bien de tous, ce projet sera accepté par la population. Et je vais vous dire, le projet a été mis en place en 2017. J'ai arrêté après 25 ans, je ne me suis pas représenté en 2020, et durant ces 3 années-là, je n'ai pas croisé une personne qui soit venue me reprocher l'existence de ce projet-là. Aujourd'hui, Salles est une commune 100% énergie renouvelable. On ne dépend absolument pas ni du prix du gaz, très très peu de l'électricité, puisque c'est juste quelques pompes pour la chaufferie bois, mais c'est ridicule, et du fioul encore moins. Voilà. Je pense avoir probablement oublié l'une ou l'autre chose, mais je répondrai très volontiers à vos questions. Merci beaucoup. Je voulais partager votre. Je le fais là en ce moment à l'écran. Je partage un peu l'ouvrage que vous avez écrit sur l'appel de Salles, le combat d'un maire pour réveiller la France rurale, préfacé par Axel Kahn. Et merci de votre témoignage. Arnaud, est-ce que tu as des petites choses à rajouter ou une mise en perspective de tout ça avant de traiter les questions de nos participants et participantes? Ouais, merci. Moi, il y a beaucoup de fils à tirer de cette expérience. J'ai envie d'en retenir quelques-uns. Quand à un moment Jean parle de vision de courage et de redonner de la fierté aux habitants de Salles, ça a été dans le contexte ce projet-là finalement qui était proposé aux habitants à travers les énergies renouvelables. C'est ça qu'on entend par faire le récit. Donner un récit aux habitants, voilà, une infrastructure, faut qu'elle ait du sens pour un territoire, pour sa réception, pour les gens. Voilà, ça peut pas être juste un objet technique et encore moins financier et encore moins servant juste les intérêts d'entreprises extérieures. Donc voilà, ça, je trouve que c'est une très belle illustration. Et puis donc il a parlé de Pierre Jourdain, donc anciennement Citawatt, aujourd'hui EO. Voilà, c'est le réseau énergie partagée aujourd'hui de développer ces accompagnateurs et ces structures capables d'épauler les collectivités et plus globalement ce message que dit Jean de bien s'entourer. C'est sûr qu'il faut bien s'entourer. À la fois, il y a beaucoup de choses qui va reposer sur la commune, notamment dans la dimension concertation, mais évidemment, il faut s'appuyer aujourd'hui sur un écosystème d'acteurs qui se développe très vite. Un écosystème public. J'en parlais de la première SEM. Depuis, il y en a plusieurs dizaines aujourd'hui en France et ça ne cesse de se développer. Les syndicats d'énergie qui s'impliquent, des opérateurs qui commencent de plus en plus à jouer la carte du territoire et tous les opérateurs ne sont pas de la taille d'EDF. Il y en a aujourd'hui des petits qui savent aussi être plus à l'écoute des territoires. Et puis beaucoup de bureaux d'études, d'accompagnement. Enfin voilà, c'est un réseau, un écosystème qui grandit et sur lequel il faut aller chercher des ressources, s'appuyer, pas être seul dans les projets. Voilà, entre autres, ce que je voulais dire. J'aurais bien aimé poser moi-même une question à Jean, mais je vais la garder pour plus tard si jamais on était à court de questions des participants. Pour l'instant, les participants n'ont pas encore réagi en posant des questions. Donc, moi aussi, j'en ai une. Donc, mais si tu en as une, vas-y, Arnaud. Ouais, non, moi, je m'interrogeais sur le fait d'être entre le marteau et l'enclume, comme on dit souvent.
quand il y a un opérateur avec lequel travaille la commune, et puis il y a les habitants et les assos environnementales de l'autre, parfois la commune peut avoir le sentiment d'être entre le marteau et l'enclume. Est-ce que ça a été ça pour Saal et globalement, quand vous dites que EDF a des moyens 1000 fois supérieurs, comment avez-vous réussi à travailler avec eux, enfin, pour vous faire entendre? Alors, le nerf de la guerre, on l'a dit, c'est la communication. Il faut vraiment que vous soyez irréprochable en termes des articles écrits, des réunions publiques. Nous, chaque année ou même des fois 2 fois par an, une réunion publique où on expliquait. Voilà, faut qu'il y ait une transparence. À ce moment-là, quand vous êtes irréprochable et que chaque fois que vous avez une attaque, vous répondez, vous avez une crédibilité. Je veux dire, EDF, ils sont très bons dans beaucoup de choses, ils sont extrêmement mauvais en termes de communication. Parce que vous avez souvent en face de vous des jeunes ingénieurs qui sortent de l'école, qui connaissent mal la réalité, qui ont du mal à sentir les gens. Et donc, vous aurez toujours les populations derrière vous. Et EDF savait que très bien le projet, ils me l'ont dit X fois, si nous élus on n'avait pas été là, le projet ne serait jamais abouti, le savait. Donc au bout d'un moment, il y a une forme de reconnaissance quand même. Et nous, on a su jouer parfaitement les médias. On avait vraiment, enfin, c'était donc que ce soit aussi bien la télé, France 3, Alsace à l'époque, que ce soit la région, les dernières nouvelles d'Alsace, les journaux alsaciens ou vosgiens, on était vraiment une success story, quoi. On nous a suivis sur une bonne dizaine d'années. Et là aussi, par rapport aux médias, EDF ne peut pas, vous imaginer demain, si un grand titre de la presse locale titre un clash entre des petites communes et EDF, les médias adorent, hein, David et Goliath, et ils sont toujours derrière David. Et donc, on a réussi à mettre quand même un rapport de force intéressant, et Pierre Jourdain nous a aidé, lui, avec tout son savoir-faire au niveau technique, et on a réussi à vraiment et EDF nous a dit, écoutez, c'était notre projet le plus long, c'est probablement un de nos plus beaux projets. Et les ingénieurs sont venus me dire à la fin, ils sont venus, écoutez, on a eu vraiment grand plaisir à travailler avec vous. Ça a été très dur pour nous, mais comme tout ce qui a été dur et qui aboutit et dans la satisfaction de tous, ça a été vraiment pour nous le plus beau projet, à tel point qu'à l'inauguration, ils ont fait venir toutes leurs équipes de Paris pour leur montrer de ce que pouvait être un projet mené main dans la main avec des collectivités locales. D'accord, donc moi ce que j'entends, c'est en se rendant aussi utile et sinon indispensable au projet, c'est là où vous avez pu aussi vous faire entendre d'EDF dans la conception du projet. Vous avez pu apporter vos exigences, vos conditions, vos bonifications qui ont été entendues, et vous n'avez pas eu l'impression de travailler le terrain, mais que derrière EDF n'en faisait qu'à sa tête et faisait ce qu'il voulait dans la conception du projet. Tout à fait. Avec le plus aujourd'hui, c'est que je crois qu'à un moment donné, mais plus à la fin qu'au début, EDF a compris qu'il n'y aurait plus d'acceptation de projet si on ne permettait pas aux collectivités d'y être associées et de devenir actionnaires. Une petite question de Nantes Métropole, Muriel Labonne. Un petit rappel, quand est-ce qu'elles ont été mises en service, ces éoliennes ? Donc, on a débuté la réflexion en 2003, elles ont été mises en service en 2017. Ok, merci beaucoup. Et du coup, je pose ma petite question. On est sur la posture et le rôle des collectivités dans le processus de concertation. Et dans la posture, notamment, par définition, on a l'impression que la posture d'une collectivité, elle est un peu malaisée, puisque si elle se met trop en avant quelque part, il peut y avoir presque un déclenchement
d'opposition parce que, par exemple, on n'aime pas trop le maire. Alors, je sais pas si ça vous est arrivé à vous d'avoir une opposition, Jean Vogel, mais du coup, ça devient le projet du maire. Mais comme on n'aime pas le maire, on s'intéresse pas trop au projet, mais du coup, on va s'opposer pour cette raison-là. Et puis, si au contraire, on est très éloigné du projet, ben, le projet manque d'ancrage local, manque comment dire, d'incarnation territoriale. Du coup, c'est quoi la bonne distance? C'est quoi pour vous la bonne distance? Comme je disais, je veux dire, un territoire, il y a des personnes ressources et il faut essayer de repérer et d'associer ces personnes ressources. Les personnes ressources, c'est des personnes qui sont reconnues et si vous les avez avec, vous savez, c'est comme en sociologie rurale, hein, on dit il y a 10% de meneurs, de leaders. Quand les 10% passent, les 40% suivent derrière. Et quand les 50% suivent, les 40% suivront les 50%. Il y aura toujours 10% de personnes qui seront contre tout. Et on a retrouvé un peu ça. Hein. On a mis ces personnes ressources qui étaient vraiment les leaders. Les gens ont suivi. Et on a été surpris d'avoir, puisque j'ai été élu, chaque fois j'avais des opposants en face de moi, et je dois dire que soit ils n'ont rien dit, soit certains ont soutenu la démarche. Ouais. Ok. Du coup, vous conseillez malgré tout, dans ce rôle un peu ambivalent d'une collectivité par rapport à un tel projet, d'avoir quand même un rôle finalement assez proactif. Ah oui, parce que si vous voulez, c'est une image, qu'il faut qu'une collectivité puisse se construire derrière une image, un futur, une vision, comme on a dit, et arriver à fédérer des gens derrière un projet. Alors, pas n'importe quel projet, hein, mais je pense que ça peut être extrêmement positif. Ok. Et du coup, il est 11h01, donc le temps du webinaire est officiellement terminé. Je relaye une question, une dernière question peut-être. Le choix du partenaire ne doit pas-t-il être mis lui-même en concertation? Oui, alors, si vous voulez, en 2003, comme je l'ai dit, on n'avait pas connaissait peu le milieu éolien et c'était quand même à l'époque un sacré panier de crabes. Il y avait quand même énormément de structures qui étaient pas, voilà, dont la réputation était parfois sulfureuse. Et il fallait qu'on avance. Donc, si vous voulez, alors, c'était, vous savez, EDF est, alors, peut-être malin, mais ils soutiennent toujours les associations de maires à travers des études gratuites. Et c'est vrai que nous n'avions pas de moyens pour payer, hein, des petites communes, des moyens pour une pré-étude ou au moins une petite étude de faisabilité. Et grâce à ces associations d'élus, EDF a financé et est intervenu. Mais dès le départ, on a vu qu'il y avait quand même, enfin voilà, qu'on était capable de discuter avec, qu'on s'est rapidement rendu compte que sans eux, sans nous, ils n'auraient rien fait. Enfin, ils ne seraient pas arrivés très très loin. Et donc on a gardé, on a choisi EDF. Mais aujourd'hui, je pense, comme le dit Arnaud, il y a un panel de choix. Et vous avez surtout aujourd'hui des structures qui peuvent vous conseiller. Je veux dire, aujourd'hui, on est à des années-lumière de là où on était il y a une vingtaine d'années. Tout à fait. Et juste en complément, effectivement, les cahiers des charges qui servent à sélectionner des partenaires, par exemple, peuvent être eux-mêmes concertés. Et quand j'indiquais voilà, quelles sont les conditions acceptables pour le territoire pour accueillir telle ou telle installation d'énergie renouvelable, c'est bien d'y réfléchir avant et oui, de le concerter. Pourquoi pas faire une charte de développement des énergies renouvelables, même si elle ne sera pas opposable, ça sera déjà un très beau cadrage que le territoire se sera donné pour discuter, voir, accueillir, accompagner les projets qui lui seront proposés. Donc oui, on peut commencer, mais c'est très proactif de faire ça, mais c'est très bien. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer un webinaire le 6 décembre avec Olivier Longin,
sur la mise à disposition du foncier public via des AMI. Lui-même annonciateur d'un futur stage que nous allons proposer. Donc, notez-le bien et inscrivez-vous sur la e-communauté transition énergétique le 6 décembre de 13h30 à 15h sur un format donc un peu plus long. Vous aurez justement la mise à disposition du foncier public, carte maîtresse pour développer des projets de territoire via des AMI. Donc voilà, et rapidement, une dernière question, il nous reste 1 minute, j'avais autorisé 5 minutes de dépassement, sur la problématique du démantèlement et du piège dans lequel tombent certains quand leur terrain n'est pas remis en état à 100%. Comment est-ce intégré au coût global dans les contrats d'aujourd'hui? Alors, il me semble, Arnaud, dis-moi si je me trompe, qu'il y a une provision obligatoire de 50 000 €, me semble-t-il, sur la remise en état, enfin sur le démantèlement des éoliennes. Oui, aujourd'hui c'est très très cadré. Il y a eu 2 arrêtés publiés en juin 2020 qui ont rendu le démantèlement obligatoire, sauf si le bilan environnemental est défavorable à ce démantèlement. Le provisionnement, du coup, dès la construction et le financement du projet sont obligatoires. Donc c'est sous forme de compte séquestré, de provision faite sur où c'est inscrit. Donc c'est très très bordé aujourd'hui et même la profession et le syndicat éolien a préféré vraiment dire ok, on s'engage, on provisionne tout et on démantèlera plutôt que de discuter ça parce que c'était pas un enjeu pour eux alors qu'effectivement c'était un enjeu fort d'acceptation. Oui, je voulais juste rajouter, en fait, cette question fait partie des arguments que ne cessent de reprendre les mouvements anti-éoliens. Il ne faut surtout pas hésiter à pas répondre une fois à cette question, mais à chaque réunion. Je vois que cette question, même à salle, m'a encore été posée récemment. Alors qu'on avait déjà répondu une bonne demi-douzaine de fois avant l'installation, enfin voilà, jusqu'à après l'installation des éoliennes. Il ne faut jamais laisser le dernier mot aux associations anti-éoliennes. Même si vous avez répondu 10 fois à la question, répondez une 11e fois, mais surtout ne laissez pas le doute s'installer. Ok, juste un dernier petit mot là pour répondre à Muriel Labonne. Effectivement, j'avais pas vu sa question passer. Y a-t-il une autoconso de l'électricité produite par le territoire ou est-ce que l'intégralité est revendue au réseau? Pour le moment, alors je vais laisser Arnaud parce qu'il était plus en fait des dernières réglementations, mais jusqu'à présent, c'est bien entendu et c'est racheté en intégralité. La seule petit bénéfice, c'est que souvent les éoliennes sont raccordées à proximité et donc si jamais il y a une panne ou un délestage sur le réseau, vous serez les derniers à en souffrir. Ok. Ouais, bah moi juste pour ajouter l'autoconsommation territoriale, le circuit court, l'autoconsommation collective, tout ça sont des notions encore assez floues et peu stabilisées. Il y a pas mal d'innovations, notamment sur le photovoltaïque. Il commence à y en avoir sur l'éolien, mais ce n'est que de l'innovation économique. Marketing, on doublonne pas les réseaux électriques, donc on continue d'injecter sur le réseau. C'est juste qu'on va compter les électrons différemment entre et à qui on les vend. Donc c'est plus de l'ordre de l'innovation juridique et financière. C'est pas rien. C'est aussi d'ailleurs un vrai modèle de société, mais c'est pas tant une innovation technique puisqu'on continue de se servir du réseau qui reste notre meilleur moyen de stockage de l'électricité. Merci beaucoup sur ces bonnes paroles et vraiment un spécial merci à Arnaud qui a préparé ce webinaire. Merci beaucoup Monsieur Vogel pour votre témoignage.
Je rappelle votre ouvrage, l'appel de salle, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin dans toutes vos actions que vous avez fait pour votre territoire. Je vous donne rendez-vous donc le 6 décembre pour un prochain webinaire qui est assez lié finalement sur la mise à disposition du foncier public via des AMI, donc le 6 décembre de 13h30 à 15h. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous retrouverez le compte-rendu complet de ce webinaire sur l'espace forum de la e-communauté transition énergétique. Il est 11h10, donc on a largement dépassé, mais ça valait sûrement la peine. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.